Alors la planète Terre, comme disait les yeux dans les coins, non, la planète Terre est constituée de ressources dans une vision anthropocentrique. Donc je vais me placer du point de vue des hommes, et du point de vue des hommes, la planète Terre, c'est des ressources. D'accord ? C'est là où c'est notre maison, c'est là où nous vivons, donc c'est des ressources auxquelles on a accès. Ces ressources, je vais les ranger en deux catégories, qui sont d'une part les ressources qui se renouvellent sur des échelles de temps courtes, je les appelle renouvelables, et d'autre part des ressources qui ne se renouvellent pas sur des échelles de temps courtes, que j'appelle non renouvelables. Alors, le minerai de cuivre est définitivement non renouvelable. Il n'y a pas de transmutation à large échelle sur Terre qui réalimente le stock de minerai de cuivre. Les combustibles fossiles, c'est renouvelable si vous attendez quelques dizaines de millions d'années. C'est quand même pas une échelle de temps courte, donc je les colle dans non renouvelable. Par contre, l'herbe ou le rayonnement solaire, ça c'est raisonnablement renouvelable sur des échelles de temps courtes. Ces ressources sont toutes gratuites. Et elles sont le résultat de tout ce qui s'est passé depuis le Big Bang, l'ensemble étant gratuit. Donc depuis le Big Bang, soupe de protons, puis tout le reste, tout un tas de processus ont pris place, et aujourd'hui nous avons gratuitement le tableau de Mendeleïev et toutes les combinaisons qu'il nous offre à la surface de la planète. Tout ça a été fait gratuitement. Là-dedans on arrive et on décide d'avoir une activité productive. Alors qu'est-ce que c'est que l'activité productive pour les hommes ? C'est se servir dans cette grande corne d'abondance de ressources, et transformer les ressources pour en faire autre chose qui est plus intéressant que la ressource initiale. Par exemple, j'ai des silex bruts, c'est plus intéressant d'avoir des silex taillés pour courir derrière mes proies. Par exemple, j'ai des cerfs, c'est plus intéressant d'avoir des bois de cerfs taillés pour en faire un certain nombre de choses, etc. Donc l'activité productive des hommes, c'est juste, je me sers dans les ressources existantes, je les transforme, transformation, énergie. Donc j'utilise de l'énergie, à l'époque évidemment juste celle de mes bras, de mes jambes et du feu, et j'en fais autre chose. Et puis avec le temps, on va augmenter l'énergie qu'on va chercher à avoir à notre disposition, donc je vous le redis, 500 000 ans de transition énergétique, ce qui va permettre d'augmenter la capacité productive de tout un chacun. Donc on extrait plus vite des ressources et on les transforme plus vite. Dès qu'on extrait de l'environnement des ressources non renouvelables pour les transformer en d'autres choses, le stock de ressources non renouvelables baisse. Alors au début, il baisse pas vite. Encore que, il semblerait par exemple que sur les silex, il y ait pu y avoir des pénuries locales au Paléolithique. Donc on a pu avoir de temps en temps des pénuries locales de ressources. On rigolait pas parce qu'à l'époque ils en crevaient. Et puis avec le temps, on a également compris qu'il y avait une partie de ce qu'on transformait qu'on pouvait garder pour accélérer la transformation future. Ça s'appelle le capital. Donc le capital, c'est la partie de la production qui ne se consomme pas tout de suite et qui est réutilisable pour augmenter la production future. Alors tout ça est vachement bien, nous croissons et multiplions, on produit de plus en plus, donc on vide de plus en plus vite les stocks non renouvelables, et puis à un moment on devient tellement productif et tellement nombreux qu'on se met également à commencer à vider les stocks renouvelables. Donc aujourd'hui on a commencé à vider les stocks d'espèces par exemple, qui étaient renouvelables, on a commencé à vider les stocks de forêts, qui étaient renouvelables, on a commencé à vider les stocks de poissons, qui étaient renouvelables, etc. On commence même à vider les stocks de sol, qui se renouvellent lentement. Donc on a commencé à vider un certain nombre de stocks qui étaient renouvelables. Et puis, j'ai dit transformation, j'ai donc dit énergie, mais j'ai dit transformation, j'ai aussi dit sous-produit indésirable de la transformation. Parce que quand vous transformez, il y a toujours un moment où vous avez un sous-produit indésirable de la transformation. Ces sous-produits indésirables de la transformation, on leur a donné un nom en français, ça s'appelle la pollution. Donc la pollution, c'est tous les sous-produits indésirables de la transformation, c'est-à-dire ceux qui vont avoir un effet que nous ne recherchons pas, et non seulement on ne le recherche pas, mais ils nous enquiquinent plutôt. Donc en gros, la pollution, c'est tous les emmerdements. Et alors, dit en termes plus orthodoxes, c'est tous les produits qu'on va introduire dans l'environnement et qui vont avoir pour effet de dégrader la qualité des actifs restants. C'est ça la pollution. Là-dedans, vous pouvez faire rentrer avec cette définition le changement climatique, l'érosion de la biodiversité, la surpêche, etc. Et alors dans cette affaire, l'économie que nous avons mise sur pied, que je vais détailler dans pas longtemps, consiste à compter ce flux annuel-là et à considérer qu'il n'y a que ça qui compte. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc en gros, on compte le moment où on transforme, puisque la transformation c'est l'action de l'homme et que l'argent ne paye que des hommes. Donc dans cette affaire-là, on a décidé que le seul marqueur de ce flux du système que je vous présente là, c'est la contrepartie monétaire du flux de transformation annuel. Et ce flux de transformation annuel, dans le jargon des économistes, s'appelle le PIB, la contrepartie monétaire. On aurait tout aussi bien pu avoir une comptabilité qui dirait je compte en plus ce que je fais, en moins ce que je détruis,
Et puis le jour où la valeur marginale de la dernière voiture que j'ai construite est inférieure à la valeur marginale des derniers bouts de minerai de fer, de minerai de cuivre, de minerai de lithium, de tout ce que de vanadium, de chrome et de combustibles fossiles que j'ai utilisés pour faire cette voiture, je m'arrête de faire des voitures et je vis happily ever after avec les voitures existantes. Vous voyez bien que ce n'est pas ça qu'on fait. En fait, le système économique est un système sans limite absolue. Rien dans le système économique ne vous dit quand le PIB atteindra 80 000 milliards de dollars sur Terre, ça s'arrête. On a fait un système qui est potentiellement infini. C'est pour ça qu'il est si séduisant. Alors pourquoi est-ce qu'on a fait ça? Parce qu'il y a 2 siècles, quand on commence à théoriser l'économie, vous avez un certain nombre de gens qui font l'observation suivante. Ils disent l'économie, c'est la gestion de ce qui est rare. Ce qui est rare il y a 2 siècles, c'est quoi? C'est le facteur humain. Vous avez plein d'espèces, plein d'espaces, plein de monde. Les États-Unis sont à peine au début de leur colonisation. La Russie est immense, etc. On ne sait pas jusqu'où va l'océan. Pas de problème de ressources. Ce qui est rare il y a 2 siècles, c'est le facteur humain. Et donc les économistes il y a 2 siècles, à l'image de M. Say, qui a écrit très exactement ce qui est écrit ici, eh bien se disent, au premier ordre, je vais me contenter de regarder la limitation venant des hommes, le reste je m'en fous, je ne compte pas. Et si je considère que les ressources sont infinies, vous êtes d'accord avec moi que toute variation du stock est nulle. Delta S sur l'infini, ça fait toujours 0. Donc je vais compter pour nul les facteurs qui ne viennent pas des hommes. Approximation au premier ordre, qui est toujours celle de l'économie aujourd'hui. Donc je vais dire quelque chose qui va faire beaucoup de peine à votre directeur des études qui vient de rentrer. Toute l'économie qu'on vous apprend à l'école est fausse quand il s'agit d'approcher le système humain dans sa globalité. Quand il s'agit d'approcher des arbitrages au sein du système humain, ça marche. Quand il s'agit d'approcher la totalité des hommes dans leur environnement, ça ne dit que des bêtises. C'est pas fait pour ça. Donc, dit autrement, l'économie que j'ai apprise à l'école et qu'on apprend toujours aujourd'hui, c'est que le système productif est alimenté par 2 facteurs de production qui sont le capital humain et le travail humain, et ça suffit à remplir le supermarché. Ça ne tient pas compte des machines, ça ne tient pas compte des ressources. Alors, il se trouve qu'à l'époque, on aurait pu gagner la bataille d'une autre manière. Il se trouve qu'il y a 2 siècles, M. Charles Dupin, polytechnicien, donc quelqu'un de très bien, baron de son état, fait un premier calcul de conversion en équivalent esclave. Alors à l'époque, il n'appelle pas ça des équivalents esclaves, il appelle ça des équivalents travailleurs. Et M. Dupin dit, je vais regarder en France et en Grande-Bretagne les moyens productifs dont on dispose en plus des hommes, donc lui il avait tout compris à la physique, et je vais les convertir en équivalents travailleurs humains. Donc je prends la population, j'en fais des travailleurs humains, et soit dit en passant, il comptait les enfants pour 1/4 et les femmes pour 1/2, et on se demande si c'est pas de là que vient l'expression ma moitié quand on parle de son conjoint. Non, je vous assure, d'où ça viendrait sinon ma moitié? Alors ça peut être la moitié d'un couple, c'est une autre explication, mais on se demande si c'est pas de là que ça vient. Toujours est-il que donc il prend la population, et il prend également les auxiliaires que sont à l'époque les bateaux, les moulins, etc. Et donc après, M. Dupin, il dit, si je prends la population et les auxiliaires, alors il devient normal que la Grande-Bretagne, qui a une population à peu près de la même taille que celle de la France, ait déjà une production industrielle 3 fois supérieure. C'est normal, parce qu'il n'y a pas que les hommes qui travaillent. Il y a aussi les moulins, les animaux de trait et les bateaux. Si à l'époque, on avait écouté M. Dupin et pas M. Say, c'est pas complètement sûr qu'on aurait construit l'économie de la même manière. C'est pas complètement sûr. Et ce que dit le physicien, il dit, ce que j'ai à droite, c'est mes 92 éléments du tableau de Mendeleïev arrangés d'une autre manière que ce que j'avais dans les ressources initiales. C'est juste ça. Vous êtes d'accord avec moi? Il n'y a rien d'autre que les 92 éléments du tableau de Mendeleïev dans tous les objets de la vie courante. Rien d'autre. On est d'accord? Sauf qu'on ne les a pas trouvés sous cette forme dans l'environnement. Donc je les ai trouvés sous une forme et je les ai transformés. Donc pour ça, il me faut trouver mes 92 éléments du tableau de Mendeleïev, ça s'appelle les ressources, et les transformer. Ma capacité de transformation, c'est les calculs d'ordre de grandeur que je vous ai montrés tout à l'heure, vient pour 1 des muscles des hommes et pour 200 d'Iron Man. C'est-à-dire du parc de machines que nous avons construit. C'est mon rapport de 1 à 200 que je vous ai développé tout à l'heure. Le capital dans cette histoire, c'est fait comme le reste. C'est-à-dire que cet immeuble, qui est un élément de capital, a été fait comme le reste en transformant des ressources naturelles.
Donc cet immeuble est comme le reste fait en transformant du minerai de fer, c'est-à-dire du fer et de l'oxygène arrangés d'une certaine manière, c'est-à-dire des pierres, ressources naturelles, c'est-à-dire de la peinture, ressources naturelles transformées, etc. Donc c'est fait exactement de la même manière, juste ça ne se détruit pas quand on s'en sert. C'est-à-dire que pendant qu'on est dans cette salle, pour votre plus grand plaisir et le mien, ça ne s'effondre pas. Et là, vous comprenez qu'il n'y a pas que les hommes qui sont un facteur limitant du système. Dans le monde moderne, l'énergie est un facteur limitant du système. Dit autrement, si je prive d'énergie mon parc de machines, je priverai mon système productif de sa capacité de production, même si les banquiers sont très sympathiques et même si les chômeurs sont prêts à aller bosser. Ça ne suffit pas dans le monde dans lequel nous vivons. Et si je prive le système de ressources, par exemple, je n'ai pas de poisson à pêcher, le PIB de la pêche est nul. Le PIB de Léon de Bruxelles est nul. Enfin, il faut qu'il passe des moules frites au steak frites, mais sinon, c'est nul. Etc. Donc, si vous n'avez pas les ressources et l'énergie, vous n'aurez pas la production, même si vous avez des travailleurs très motivés, et même si vous avez des banquiers très sympathiques. Alors, historiquement, jusqu'à maintenant, tout ça n'a pas été un facteur limitant. Le facteur limitant est effectivement les hommes. Vous avez ici la reconstitution du PIB depuis l'an 0, c'est-à-dire depuis la naissance de M. Jésus-Christ. Alors vous voyez que tant qu'on n'a pas d'auxiliaires mécaniques en quantité significative, il n'y a pas de croissance. La population est raisonnablement stable à cette époque-là aussi. À cette époque-là aussi, comme un homme est productif, comme son système musculaire et pas plus, le pays le plus peuplé du monde a le premier PIB de la planète. Et c'est la Chine, absolument. Donc la Chine aujourd'hui dit une chose dans le concert des nations, elle dit écoutez, nous faites pas rire, pendant 2 millénaires on a été la puissance économique dominante de la planète, alors c'est pas parce qu'un siècle de pétrole a mis les États-Unis à notre place que ça va changer notre vision du monde, donc d'abord on va retrouver notre place et ensuite on discute. C'est à peu près comme ça que les choses se présentent. Très peu d'auxiliaires mécaniques, très peu de croissance, arrivée en masse des auxiliaires mécaniques et des combustibles fossiles, et crac, les modèles économiques disent que nous allons avoir 3% de croissance pour l'éternité. Alors ne rigolez pas, il se trouve que je fais partie d'une instance qui s'appelle le Haut Conseil pour le climat, qu'on nous a présenté il y a 3 semaines la stratégie nationale bas carbone élaborée par certains de vos anciens, à qui on a obligé à dire que de diminuer fortement, de diviser par 6 à 7 la quantité d'énergie fossile qu'on rentrerait en France permettrait d'augmenter le PIB français. C'est dedans. Parce que les modèles économiques vous disent ça. Parce que les modèles économiques peuvent vous dire qu'on augmente le PIB en divisant l'énergie par 10, puisque l'énergie n'est pas un input. Il n'y a aucun problème. Aucun problème. Alors en attendant, c'est pas ça qui se passe. Moi, je vous présente le meilleur modèle macroéconomique du monde qui s'appelle une droite. Vous avez ici en abscisse la quantité d'énergie utilisée par les hommes, c'est-à-dire, je le répète, le parc de machines en service, et donc en ordonnée la valeur économique de la production, qui suit de façon à peu près linéaire. C'est très simple, vraiment très simple. C'est valable en valeur absolue, c'est également valable en variation. Vous avez ici en vert la variation annuelle de la quantité d'énergie utilisée sur Terre, c'est-à-dire la variation annuelle du parc de machines en service, et en bleu la variation annuelle de la production économique humaine. Vous voyez que donne-moi l'un, je te donne l'autre, et donne-moi l'autre, je te donne l'un. D'accord ? Je vais vous le redire autrement. Les euros ne font que mesurer monétairement un flux que les kilowattheures mesurent physiquement. Donc c'est 2 unités de compte qui vous regardent la même chose, c'est-à-dire un flux de transformation. Je reviens à ma courbe que je vous ai montrée tout à l'heure de l'approvisionnement énergétique par personne, et je vais en faire un autre commentaire cette fois. Vous voyez que sur l'époque qui va jusqu'au choc pétrolier, l'approvisionnement énergétique augmente de 2,5% par an par personne. Ça veut dire que le parc de machines par personne augmente d'au moins 2,5% par an. Vous avez un peu d'efficacité énergétique qui se rajoute. Ça veut dire que tant que vous n'avez pas de facteur limitant sur les ressources à transformer, la production physique par personne augmente d'au moins 2,5% par an. Et donc la contrepartie monétaire de cette production augmente d'au moins 2,5% par an. En fait, vous allez voir, c'est un peu plus. Après les chocs pétroliers, vous voyez que le rythme se tasse. Alors en fait, il se tasse totalement pour les pays de l'OCDE, ce qu'on appelle les pays riches, les pays occidentaux. Et le surplus que vous avez là, c'est l'essor de la Chine, puis plus tard des autres pays émergents. Et ça se traduit par l'essor de la quantité de charbon par personne, qui est un effet de moyenne. En fait, dans les pays occidentaux, la quantité de charbon utilisée n'augmente pas, baisse même un peu. Par contre, ça explose en Chine. Et aujourd'hui, la Chine utilise la moitié du charbon consommé dans le monde.
À ce moment, le système commence à ralentir un peu. C'est-à-dire qu'on continue à avoir une hausse de la production physique par personne, beaucoup plus faible, et beaucoup plus faible que le rythme de redistribution auquel on s'était habitué pendant cette époque-là. C'est-à-dire qu'on a organisé dans tous les États occidentaux du monde un État-providence, plus ou moins, moins providence aux États-Unis, plus providence chez les Scandinaves, mais dans tous les pays du monde, on organise un État-providence qui redistribue une partie de ce qui est produit, et le rythme de croissance de la redistribution est calé sur le rythme de croissance de la production, c'est-à-dire quelques pourcents par an, et on ne met pas dans le système de capacité à le corriger rapidement si la croissance s'essouffle. C'est-à-dire qu'on ne dit pas aux fonctionnaires, on vous prévient, si la croissance s'essouffle, les augmentations à l'ancienneté, ça s'arrête. On ne dit pas aux retraités, on vous prévient, si le rythme de croissance s'essouffle, automatiquement, vous partirez à la retraite plus tard et moins bien payé, etc., etc. On ne dit pas toutes ces choses-là. On dit, non, si la croissance s'essouffle, on continue à vous payer la même chose et à vous augmenter à l'ancienneté de la même manière. À ce moment, il faut trouver l'argent quelque part et on s'endette. Dans tous les pays occidentaux, la dette publique était inexistante avant les chocs pétroliers. Elle apparaît et se développe, enfin très faible avant les chocs pétroliers. Elle apparaît et se développe partout. Donc ce n'est pas juste les politiques français qui sont des incapables. Elle apparaît et se développe partout, dans tous les pays occidentaux, après les chocs pétroliers, exactement pour cette raison-là. Parce que le rythme d'augmentation de la production par personne devient insuffisant pour assurer le rythme de hausse de la redistribution par personne. Et à partir de 2005, et je vous dirai au cours prochain pourquoi, l'approvisionnement énergétique par personne se met à devenir à peu près constant à nouveau dans le monde. En fait, il décline dans la zone OCDE, je vais vous montrer juste après. Et alors là, le système part en vrille. Crise financière massive de Lehman Brothers, qui est une conséquence de ce que je suis en train de vous dire, je vais vous montrer dans pas longtemps chronologiquement, et non une cause. L'endettement se met à exploser. On arrive dans un truc qui est inconnu depuis très longtemps, qui s'appelle les taux d'intérêt négatifs, etc. Donc le système, et ça, c'est la réponse du système au fait qu'on a bâti quelque chose qui dépendait de l'abondance énergétique et que cette abondance énergétique commence à petite vitesse aujourd'hui, à s'effilocher. Et d'ici à ce que vous ayez mon âge, on va passer la surmultiplier dans ce domaine-là. Donc c'est pour ça que votre avenir ne sera pas la prolongation tendancielle du passé. Alors quelques courbes pour finir. Vous avez ici la variation du PIB par personne dans le monde, donc de la production économique par personne dans le monde, depuis 1960. Vous voyez ici cette affaire en variation annuelle, et puis je vous ai mis en orange des moyennes sur 3 périodes qui sont jusqu'au choc pétrolier, entre le choc pétrolier 79 et le choc pétrolier de 2007-2008, et depuis le choc de 2007-2008. Il y a un petit artefact dont je ne vais pas vous parler aujourd'hui parce que c'est trop long, mais l'endettement est quelque chose qui permet de faire du PIB sans production. Donc c'est un peu compliqué, mais donc ici vous commencez à avoir un effet de bord. Ce que vous voyez, c'est qu'à l'époque des 30 Glorieuses, l'énergie croît fortement par personne et la production par personne croît encore plus fortement puisqu'il y a le gain d'efficacité énergétique entre les deux. Les ingénieurs savent faire une voiture plus efficace avec la même quantité de pétrole, enfin qui avance avec moins de pétrole si c'est la même voiture, ou une voiture plus grosse vendue plus cher avec la même quantité de pétrole. Après, vous voyez l'énergie par personne augmente moins vite. C'est plutôt 1% en fait que 0,5, et vous voyez que le PIB par personne se met à croître moins vite. Et depuis l'épisode, alors c'est très contrasté, là vous voyez aussi qu'il y a un grand épisode de volatilité, vous voyez que ça baisse. En fait, vous avez 2 régions dans le monde qui évoluent de manière très discriminée à partir de ce moment-là, l'OCDE et le reste, et je vais vous montrer là où nous vivons, c'est-à-dire l'OCDE. Alors l'OCDE, voilà ici comment évolue un premier morceau de l'OCDE, c'est-à-dire l'Union européenne, dans laquelle nous vivons. Jusqu'au choc pétrolier, l'approvisionnement énergétique par personne augmente fortement. Entre les chocs pétroliers et 2006, et vous voyez que le maximum est en 2006, 2 ans avant Lehman Brothers. Donc ce n'est pas Lehman Brothers qui a provoqué la crise économique qui a fait baisser la quantité d'énergie utilisée, c'est la contraction de l'approvisionnement énergétique disponible qui a ralenti le PIB et qui a rendu incapables les emprunteurs de rembourser la dette qu'ils avaient commencé à contracter au moment où l'économie a ralenti une première fois ici. C'est un fusil à 2 détentes. Là, on commence à s'endetter pour compenser le fait que l'énergie s'arrête d'augmenter, et là, au moment où l'énergie commence à baisser,
on n'a même plus la capacité à se réendetter à la bonne vitesse pour rembourser la pyramide de Ponzi qu'on avait commencé à créer. Pardon, là vous voyez un effet du truc dont je vous parlerai la prochaine fois, qui est la réalimentation du marché mondial de l'énergie à partir des pétroles et gaz de Rochemer aux États-Unis. Enfin, pétrole surtout. Ce que vous voyez en Europe à ce moment, c'est le PIB par personne augmente fortement au moment des 30 Glorieuses. L'énergie par personne s'arrête de croître, mais le PIB par personne continue d'augmenter. Et vous voyez que depuis 2006, l'augmentation est quasi nulle. Et soit dit en passant, la production industrielle de l'Europe aujourd'hui est toujours inférieure à ce qu'elle était en 2007. Les tonnes kilomètres en camion aujourd'hui en Europe sont inférieures à ce qu'elles étaient en 2007. L'indice de la construction aujourd'hui en Europe est inférieur à ce qu'il était en 2007. Donc une partie de l'augmentation du PIB qu'on a eu depuis 2007, c'est du faux PIB. C'est un artefact de comptabilité qui, en gros, qui est une mauvaise correction de l'inflation, si je le dis autrement. Alors à ce moment, vous demandez aux Grands-Bretons, est-ce que vous êtes contents? Les Grands-Bretons vous disent non. Je vous rappelle qu'un référendum, en général, vous répondez à celui qui pose la question, vous ne répondez pas à la question. De Gaulle l'a appris à ses dépens. Et d'une manière générale, quand vous demandez, et du reste, le premier référendum qu'il y a eu en France sur la Constitution européenne, vous vous rappelez du résultat, donc on a reposé la question d'une autre manière. Donc, le référendum, historiquement, c'est quand même un très bon moyen de répondre à celui qui pose la question et non pas à la question. Donc les Anglais disent à celui qui pose la question, on n'est pas content de la façon dont les choses se passent. Soit dit en passant, à partir du moment où le PIB par personne n'augmente plus et où vous créez un espace de libre circulation dans une zone où vous avez une différence de 1 à 5 entre ce que gagnent les gens à l'Est et ce que gagnent les gens à l'Ouest, qu'est-ce que vous pensez qui se passe? Ça s'équilibre. Alors quand vous êtes dans un univers en expansion, c'est pas grave, parce que vous pouvez augmenter les revenus des gens d'un côté pendant que vous continuez à augmenter, ou au moins vous ne diminuez pas les revenus des gens de l'autre côté. Donc quand l'Espagne et le Portugal rentrent dans l'Union européenne à une époque de forte croissance, le pouvoir d'achat des Français peut continuer à augmenter en même temps que le pouvoir d'achat des Espagnols augmente fortement. Mais quand vous faites rentrer en 2005, c'est-à-dire 2 ans ou 1 an avant le maximum énergétique européen, les pays de l'Est, en leur disant « venez dans la danse, votre PIB va augmenter en même temps que le nôtre va continuer à augmenter », puis là, crac, l'énergie par personne se met à baisser. À ce moment, le PIB de la zone n'augmente plus, votre effet de vase communicant s'applique, et tout ce que les pays de l'Est vont prendre, c'est les pays de l'Ouest qui vont le perdre. C'est mécanique. Alors il y a 2 manières de le perdre. Le plombier polonais vient à Londres, et ça vous donne ce résultat-là. Et la deuxième manière de le perdre, c'est Renault investit en Roumanie, et à ce moment, vous avez les ouvriers français qui gueulent. Et c'est les 2 manières dont le processus de rééquilibrage s'applique. C'est que le début. Tant qu'on restera, je ne suis pas en train de faire de la politique à 2 balles, mais je suis juste en train de vous dire que tant qu'on restera dans un espace dans lequel chacun circule et paye comme il veut, alors que vous avez des différences de potentiel initial que vous ne pouvez pas homogénéiser par le haut, vous allez avoir des rééquilibrages avec la perte pour un certain nombre de gens. Donc la tentation du Frexit, de l'Italexit, de l'Espaxit et de je sais pas quoi, et de la Suezxit vont augmenter, toutes ces pressions vont augmenter à cause de ça. Et à l'origine, vous trouvez l'énergie. Quand vous faites une analyse de tendance, vous constatez, soit dit en passant, que cette variation de l'approvisionnement énergétique par personne, en fait, elle est héritière d'une tendance très lourde, et je vais revenir dessus au prochain cours, qui s'exprime depuis des décennies. Ici, vous avez une courbe qui vous donne la variation de l'approvisionnement énergétique de l'Union européenne, donc ce n'est pas son approvisionnement, c'est sa variation, depuis 50 ans. Ce que vous voyez, c'est que la variation, avec des grands écarts, elle suit une tendance où elle est forte, un peu moins forte, un peu moins forte, un peu moins forte, un peu moins forte, puis il y a un moment, on rentre en territoire négatif, et soit dit en passant, à ce moment-là, on se met à avoir quelque chose qui est raisonnablement volatile. Si on se dit que cette dérivée seconde a de bonnes raisons d'être représentative de la dynamique interne du processus, à ce moment, vous vous dites, la suite de l'histoire, c'est que l'approvisionnement énergétique va continuer à baisser, et donc, le taux de croissance du PIB, qui était de plus en plus faible sur la même période, va continuer à baisser et passer en territoire durablement négatif. Donc, la vie qui vous attend, et moi, pour les quelques décennies, si tout se passe bien, virgule, également, a toutes les chances de ne ressembler en rien à ce que j'ai connu depuis que je suis né, c'est-à-dire que ça ne sera pas un monde d'expansion, ça sera un monde de contraction. Donc on va avoir besoin de votre génie créatif
Parce que je vous assure que de gérer un monde en contraction, c'est autrement plus redoutable comme exercice d'optimisation sous contrainte que de gérer un monde en expansion. Donc on va vraiment avoir besoin de vous. On a aussi besoin de moi, mais on va vraiment avoir besoin de vous. Au sens où on va vraiment avoir besoin des cervelles le mieux sélectionnées du pays pour s'attaquer à un des problèmes les plus durs qu'on va avoir à résoudre, qui est de garder un système à peu près stable dans un contexte de contraction des ressources disponibles. Je peux vous assurer que ce que vous avez vu à l'écrit et à l'oral du concours, c'est de la petite bière à côté de ça. Je prends la zone OCDE dans son ensemble, et je vais finir par ça. Même motif, même punition. L'approvisionnement par personne augmente jusqu'en 1979, passe par un maximum en 2006, et c'est aussi vrai aux États-Unis. Aux États-Unis, l'approvisionnement énergétique par personne est passé par un maximum 2 ans avant Lehman Brothers. J'insiste. Et vous avez également cette évolution qui, en fait, reflète une évolution en tendance qui a pris place depuis très longtemps. Et donc, il va vraisemblablement se passer à peu près la même chose dans cette zone-là, puis dans le monde dans son ensemble. Voilà, donc ce que je vous ai raconté au cours de ce premier module, c'est que le monde dans lequel nous vivons a notamment été permis, pas que, mais a notamment été permis par le fait que nous avons trouvé gratuitement sous nos pieds des poches de soleil, comme le dit très joliment Yann Arthus Bertrand, c'est-à-dire de l'énergie fossile, gratuite, avec un très fort pouvoir calorifique, donc une très grande capacité exothermique, qui nous a permis de transformer à vitesse accélérée la totalité des autres sources, tout aussi gratuites que nous avons trouvées sur Terre, et ça nous a permis de construire le système socio-économique dans lequel vous avez grandi, c'est-à-dire l'essentiel des gens en ville, l'essentiel des gens dans des activités de service, tout le monde mangeant du steak à tous les repas, les gens ayant énormément de temps libre, et les revendications du MEDEF et de la CGT auxquelles on peut faire droit sans problème. C'est ça le monde dans lequel on a grandi. Et, soit dit en passant, le programme d'échanges internationaux de Mines ParisTech, puisqu'il faut des avions pour ça. Et la manière dont je comptabilise le flux de transformation est une manière que j'ai construite par construction sans limite, puisque le seul truc qui était vraiment emmerdant dans l'affaire, c'est-à-dire le fait que la Terre fait 13 000 km de diamètre et pas 14 000 et pas 15 000, je l'ai passé sous silence, foutu ça sous le tapis, et sur la base de cet axiome qui n'est qu'une approximation au premier ordre, j'ai raffiné mes visions depuis 2 siècles, mais sans remettre en cause un axiome fondamental qui est que la nature est gratuite. Donc évidemment, je ne vois pas cette limite, puisqu'elle n'est pas dans le système. Au prochain cours, on ne regardera pas ça, qui est un des premiers facteurs limitants du système, c'est-à-dire la pollution, et on va se concentrer sur une pollution bien particulière qui s'appelle le changement climatique. Alors le changement climatique n'est que la conséquence aval de ce flux de transformation. Au prochain cours, ce qu'on regardera vraiment, c'est le goulet d'étranglement qui peut éventuellement s'appliquer en amont du système et qui s'appelle l'approvisionnement en énergie fossile. On pourrait évidemment, si on avait le temps, regarder l'approvisionnement en métaux, c'est un autre facteur limitant possible du système, l'approvisionnement en espèces, c'est un autre facteur limitant possible du système, etc. Mais donc on va regarder, on va disserter sur l'approvisionnement amont en combustible fossile, c'est-à-dire en capacité de transformation. Voilà, donc c'est ça le tableau dans lequel on va se situer pour le prochain cours auquel je vous donne rendez-vous. Bonne soirée.